Mon premier, mesdames et messieurs, est un moment de la journée. Mon deuxième est un sentiment de bien-être magnifique. Mon tout forme les deux mots les plus utilisés le matin sur RTI1, matin, bonheur, et aussi les plus utilisés dans le monde entier quand on se lève du bon pied. Bienvenue dans Matin Bonheur avec Madame Bonheur 2. Bonheur 1, bonheur 2. Alice Kokola, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Marco, bonjour à vous. Le troisième, ce sera bien sûr le sourire qu'on va vous imposer pour ces 95 minutes. Mesdames et messieurs, vous savez, aujourd'hui, nous sommes mercredi et nous parlerons de famille et pas que. Nous aurons aussi à décortiquer notre programme avec plusieurs articulations, n'est-ce pas? N'est-ce, Alix, avec bien sûr Serge Taïgba qui viendra nous parler donc d'un néologisme très à la mode. Il s'agit bien entendu de l'infrustrabilité pour parvenir à l'indépendance émotionnelle. C'est quoi l'infrustrabilité? Qu'est-ce que ça recouvre? Eh bien, il nous dira. Notre coach, Mr. Taïgba, il viendra nous en parler. On a bien apprécié son intervention de la semaine dernière et on est sûr qu'il va réitérer, n'est-ce pas, Alix? Bien sûr, ça c'est clair. Alors aujourd'hui, on se permet de prendre un tout petit kilo parce qu'on aura parlé de diététique et de petit déjeuner. Ah ouais. On va plancher sur le sucre. Qu'est-ce que le sucre représente pour la santé et surtout pour les enfants? On va essayer d'en ressortir en tout cas les risques. Voilà. Absolument. Et puis les risques également si les enfants ne se brossent pas. Et ça tombe bien parce que là, dans le cas pratique, on va parler du brossage des dents. Apprentissage chez l'enfant, c'est un art. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse éliminer le plus de bactéries possible. Comment inculquer ça très tôt à nos enfants? Ce sera bien sûr le cas pratique de la matinale. Mais aujourd'hui, nous sommes, mesdames et messieurs, le mercredi 19 décembre 2018. Christelle Akoussa signe l'écriture technique de ce rendez-vous avec toute l'équipe, toute la bande joyeuse au sol, pilotée par Madame Nendane et en haut par Christelle Akoussa et puis toutes nos connaissances au centre émetteur, à la radio également, tout ça. C'est la grande famille du matin qui vous Finale accueille. et tout. C'est du sol et de l'air. Du sol-air. Il y a les hôtesses, même tout ça dans l'avion. Hein, Ah ben oui, parce que quand vous atteignez la tour de la télévision, cette grande tour emblématique, je ne vous dis pas, vous l'évitez pratiquement. Il y a des hôtesses. Et puis il y a Jackie qui est chargée de toutes les hôtesses à bord, hein, qui s'occupe Jackie aime maintient l'ordre aussi. maintient l'ordre. Voilà. Allez, aujourd'hui, on fête les... Aujourd'hui, nous fêtons les Samantha et les Urbains, donc Saint-Urbain et Sainte-Samantha. Urbain, Anastase, Anastasia, Anastasion. Samantha, Samtam, Urban, Urbaine, Urbani et Ubranila. Voilà, aujourd'hui 19 décembre. C'est sûr qu'il y a plein de nouvelles naissances. Vous avez donc du choix pour les prénoms. Et puis, il y a des embouteillages en ce moment. Hein. Tout le monde veut faire ses courses. Il faut être prudent, mesdames et messieurs. Dans quelques jours, on aura, comme d'habitude, en fin d'année, le message de l'Office de sécurité routière. On va vous donner également des conseils. Faites très attention. Nous sommes le 19 décembre. On veut fêter ensemble. On veut passer le réveillon ensemble et puis voir cette nouvelle année 2019. Joyeux anniversaire à un footballeur qui s'est distingué pendant la récente Coupe du Monde pour le Sénégal, Mbaye Niang, que vous apercevez maintenant, né le 19 décembre 1994. Il n'est pas le seul footballeur à fêter son anniversaire aujourd'hui, Alix. Exactement, on reste encore sur la pelouse. 19 décembre 1987. Waouh, Karim Benzema, footballeur français, qui, voilà, d'origine algérienne, on voilà, très connu. Et puis, voilà, on l'aime beaucoup. Très fort également. Oui. Qui joue au Real de Madrid, qui a gagné plusieurs Champions League. 19 décembre 1915, Edith Piaf, mesdames et messieurs, née grande chanteuse, vous le savez, arrachée à notre affection le 10 octobre 1963. Edith Piaf reste l'une des femmes les plus écoutées de la musique française. Et vraiment, on est très heureux de toujours écouter ces chansons. On ne regrette rien de rien. Parce qu'à 5h59, on lance maintenant le flash avec Régis Kofi. Bonjour à vous, Alix et Marco. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. Un conseil des ministres s'est tenu hier à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Cette rencontre gouvernementale qui se présente comme la dernière de l'année a été présidée par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Plusieurs points ont été abordés, dont un bilan partiel des dernières élections tenues dans le pays il y a tout juste 3 jours. Il ressort également de ce conseil des ministres le prix Borchamp du café pour la campagne 2018-2019. Il est fixé à 700 francs CFA le kilogramme. Une ambulance pour l'hôpital mère-enfant de Bingerville, c'est un don de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population.
Il a été remis hier sur le site à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, par le directeur régional de l'organisation. Le président rwandais Paul Kagame entame une visite de 48 heures en Côte d'Ivoire, une visite qui s'inscrit dans le cadre de la coopération ivoiro-rwandaise. Mahama Traoré revient sur l'historique de la collaboration entre le Rwanda et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Rwanda, deux pays hier touchés par des crises militaro-politiques, mais aujourd'hui cités en exemple sur le continent pour leurs performances économiques. En 2017, le Rwanda, État de l'Afrique de l'Est, comptant 12,2 millions d'habitants, a connu un taux de croissance de 6,1%. La Côte d'Ivoire, elle, a confirmé son embellie économique de ces dernières années avec 7,8% de taux de croissance. Ces deux pays doivent ces performances au leadership de leurs chefs d'État que sont les présidents Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire et Paul Kagame du Rwanda, mais surtout aux réformes économiques entreprises par leurs gouvernements respectifs, réformes marquées par l'amélioration continue du climat des affaires. Sur le plan de la coopération bilatérale, les deux pays ont encore du chemin à parcourir, bien que liés par un traité d'amitié de coopération et un accord de coopération culturelle, technique et scientifique signé le 30 janvier 1985, les échanges économiques et commerciaux demeurent faibles. En 2017, ils ont seulement échangé 81 millions de francs CFA de marchandises, dont 79 millions d'exportations pour la Côte d'Ivoire. Une ligne aérienne directe desservie par Air Côte d'Ivoire et Rwandair relie également Abidjan à Kigali depuis octobre 2016. Pourtant, ce ne sont pas les domaines de coopération qui manquent. La Côte d'Ivoire possède une riche expérience agricole. Quant au Rwanda, il tire son épingle du jeu en matière de salubrité, dans les TIC et dans la promotion du genre. En clair, des liens à renforcer pour le bien-être des peuples ivoiriens et rwandais, perspective prometteuse avec la visite d'État en Côte d'Ivoire du président Paul Kagame. Parlons de la filière cajou à présent. Les mauvais exportateurs bientôt classés sur une liste noire. La raison, leur manque de professionnalisme constaté lors de la campagne 2018 de la filière. Une campagne marquée par de nombreuses difficultés. Joël Gomez, Didier Nguessan. Réfléchir aux mécanismes pour mieux exporter le cajou de Côte d'Ivoire. Les acteurs de cette filière se sont réunis à Abidjan afin d'identifier les difficultés liées aux procédures d'exportation et aux opérations logistiques. D'importantes mesures sont annoncées. Nous irons au Vietnam. Nous allons rencontrer le Vinacas. Alors, à l'issue de ça, nous allons faire une liste noire, une blacklist des mauvais acheteurs. De notre côté aussi, nous allons faire la liste noire des mauvais vendeurs. Ce que nous recherchons, c'est d'assainir le milieu de la commercialisation du noix de cajou. La campagne 2018 de commercialisation du cajou a été particulièrement difficile selon les organisateurs du fait de son démarrage tardif. Des problèmes liés en partie à l'absence de guichet unique pour les opérations d'exportation, au manque de financement des banques vietnamiennes et à l'obligation de s'acquitter de la taxe d'enregistrement au titre des campagnes 2014 et 2015. Pour cette exportatrice, l'heure est à l'union. Nous sommes tous exportateurs et je souhaite que il y a 2 points. On doit réunir, on doit solider et on doit avoir la même voix. On doit partager l'information. Avec plus de 700 000 tonnes réalisées en 2018, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cajou. La filière emploie 360 000 producteurs. Des experts issus d'importantes structures aéroportuaires ivoiriennes et internationales sont présents à Abidjan pour réfléchir à la mise en place d'une agence communautaire des États membres de l'UEMOA, un projet basé sur un mécanisme communautaire de supervision de la sécurité de l'aviation civile des 8 États membres de l'Union. Francis Boifo. L'Agence communautaire de supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile ACSAC de l'espace UEMOA va se créer en 2019 selon les experts du transport aérien réunis à Abidjan. L'ACSAC va remplacer le projet COSCAP UEMOA. Il assure un niveau élevé et durable de sécurité du système de transport aérien dans les 8 États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Les acquis après 13 ans de mise en œuvre. Assurer la supervision en termes de navigabilité, de ce qui relève de la sûreté
Un grand résultat, c'est que pour la qualité de ces services aujourd'hui, l'UEMOA, à travers le COSCAP, est à 68%, alors que la moyenne aujourd'hui africaine est de 48%. Le projet aide à certifier les aéroports. Sur les 8 aéroports internationaux, nous avons 5 qui sont certifiés. Il en reste 3. Quand elle sera opérationnelle en 2019, l'ACZAC devra consolider ses acquis. En attendant, les experts tentent de trouver des solutions aux défis. D'assister les États qui ont parfois des insuffisances au niveau du personnel, de façon à ce que nous puissions tous avancer au même rythme. On doit s'attendre à un espace sûr, où les compagnies aériennes sont certifiées correctement, où les aéroports sont dans les normes et où les voyageurs voyagent en toute tranquillité. La 14e réunion du projet COSCAP UEMOA, une opportunité pour les responsables des structures en charge de l'aviation civile de l'UEMOA d'aborder toutes les questions qui pourraient empêcher la création d'une agence communautaire de gestion de la sécurité des vols. Enjeux des changements climatiques et santé environnementale, c'est sur ce thème que s'est prononcé le ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele, à la COP24 en Pologne. Grâce Kando. L'adaptation au changement climatique passe par la protection de la santé humaine. Cette adaptation contribue à réduire la vulnérabilité des communautés et améliore la gestion des programmes et des systèmes de santé selon des experts. Au cours de la COP24 à Katowice en Pologne, le ministre Aka Awele a animé une conférence sur les enjeux des changements climatiques et de la santé environnementale. Le changement climatique influe sur les déterminants sociaux que sont l'air, que sont l'eau potable, que sont la nourriture que nous consommons, de même que nos logements. Il est de notre responsabilité de trouver les voies et moyens pour nous adapter à ce phénomène. Et cela revient à dire que le système de santé doit pouvoir être performant. L'humanité a besoin d'avoir un environnement sain, un climat propre pour parler de pérennisation, pour un avenir durable. Mais il faut faire en sorte qu'en se développant, il ne faut pas détruire son climat. En se développant, il ne faut pas détruire son environnement. Et en se développant aussi, il faut améliorer les conditions de vie des hommes. Le secteur privé ivoirien n'est pas en marge. Des initiatives sont prises dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Le secteur privé met en place des dispositions pour éviter de polluer. Il y a des systèmes, par exemple, tout ce qui concerne les rejets d'eau, tout ce qui concerne les boues, concernant par exemple le traitement des déchets. Sodeci récupère par exemple tous les déchets sur le collecteur qui va en mer. Selon l'accord de Paris sur le climat, le secteur de la santé devrait faire des efforts pour la promotion des établissements sanitaires et des technologies à faible émission de carbone. C'est ici que prend fin cette édition. L'actualité revient tout à l'heure à 6h30. À tout à l'heure, Régis. Vous ferez le tour de l'actualité de l'Afrique. Alors, nous partons maintenant pour le sport. C'est connu, l'union fait la force. Aujourd'hui, nos deux coachs s'occupent de vous. Bonjour Marco, bonjour Alix, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission de sport. Alors aujourd'hui, on vous offre un 2 pour 1. Coach Kadi. Coach Serine Yanké, et on va vous aider à vous entraîner ensemble. Je pense que s'entraîner avec un partenaire d'entraînement. Avoir une partenaire d'entraînement, c'est toujours efficace en termes d'entraînement, en termes de motivation surtout. On va vous présenter 4 petits exercices, plus pour les jambes, le dernier ce sera pour les abdos, mais les 3 premiers seront pour les jambes. Donc, ma partenaire en face de moi, je vais tenir sa main opposée, prendre appui sur elle, elle prend appui sur moi. Pas trop, on descend tous les deux, on squat, on se redresse et on change de main, on redescend la squat. D'accord, on va aller beaucoup sur les répétitions, chaque exercice on va faire partout sur toutes les répétitions. On ne transformera pas ensemble. Donc l'avantage c'est de faire les exercices ensemble. Se parler, communiquer. 3, 4, 5, compter, 2 solo. Je pense que ça renforce les 7, 9, 10.
répétition, 2, 3. Pensez à toujours fléchir la jambe en arrière en premier, 4. Ça facilite le mouvement, 5. 6. 9. Toujours passer à l'avant derrière. 10. Encore 2 répétitions. 3e exercice que l'on fait. On va se tenir les mains. On va se mettre légèrement en diagonale pour que vous me voyez mieux. On va fléchir les deux jambes. Travailler ce qu'on appelle la culotte de cheval. Toute personne, aucune femme n'aime. On va travailler la culotte de cheval. On va fléchir les deux jambes. Tendre une jambe, lever, contrôler la descente et repartir. 5, 4, 3, 2, 12 répétitions par jour. Allez, 1. 3. Donc mon équilibre part de votre partenaire. 5. Et j'entends votre bout. 1. Arrondir le dos maximum qu'on va au ventre, les abdos. Poussez la main au côté de ma partenaire. Et changez de côté. Toujours ce mouvement. Allez, 1. Donc il faut que vous soyez toujours bien synchronisé. Ce mouvement que je fais, évitez de le faire. Ne dansez pas, bougez juste avec vos bras. D'accord? 5 à 3, 2, on repart. Allez, 1, 2. Vous engagez pleinement les abdos dans ce mouvement. 4, 5, 6. 9, 10, encore 2, 11 et 12, super. Séance terminée. C'est des petits exercices que vous pouvez faire ensemble. Souffrir ensemble, c'est très important. Ça fait du bien. Ça motive. Ça motive. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. Prenez soin de vos partenaires, de vos amis, de votre famille. Et on se voit très bientôt. Au revoir, bonne journée. Absolument. Souffrir ensemble et mieux savourer ensemble, vivre et sourire ensemble. C'est ça aussi l'esprit de la matinale, de votre matinale. Très heureux d'être en votre compagnie. Il est 6h et passé de 12 minutes à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. On va maintenant aller dans un autre pan de ce rendez-vous, mesdames et messieurs. On va titiller un peu les papilles des enfants. Et puis, on va parler bien sûr de sucre. On sait que l'enfance est inhérente à l'amour du sucre. On a tous été enfants et on sait qu'on adore le sucre. Mais attention, l'enfant et le sucre, quels sont les risques pour la santé? C'est très tôt qu'il faut savoir ce qui se passe et ce à quoi on est soumis quand on en abuse. Regardez. Les enfants et le sucre, c'est une grande histoire d'amour. À la maison, dans les magasins, dès qu'ils peuvent, ils désirent plus que tout recevoir un bonbon, du chocolat ou des biscuits. Mais quels sont les risques pour la santé? La consommation excessive du sucre affaiblit le système immunitaire en surchargeant les glandes surrénales. Elle est fortement impliquée dans les épidémies de diabète de type 2, d'obésité, d'accidents cardiovasculaires ou de diabète de type 3. Elle favorise également l'apparition de troubles de l'humeur chez certaines personnes. Notre humeur varie de façon extrême lorsque nous consommons trop de glucose. Le sucre génère des effets sur l'insuline dans notre corps. Par conséquent, les pics de sucre peuvent provoquer la dépression, l'anxiété et des sautes d'humeur soudaines. Elle diminue aussi notre capacité à apprendre. Que faire pour que les enfants réduisent leur consommation en sucre? C'est vrai que nous ne pouvons pas supprimer définitivement la consommation en sucre chez l'enfant, mais nous pouvons la limiter en prenant des mesures. D'abord, commencez vous-même par cuisiner les repas de vos enfants pour faire de bonnes associations d'aliments. Essayez d'être prévisible quant à ce qu'ils mangeront en dehors de la maison, tel que le goûter qu'ils prennent généralement à 10 heures. Et hors de question de les laisser s'acheter quoi que ce soit en donnant de l'argent. Contrôler? Oui. Interdire? Non. De nombreuses études l'ont déjà démontré. L'interdiction de certains aliments les rend encore plus attrayants pour les enfants. S'ils demandent des sucreries, faites-leur plaisir de temps en temps, mais limitez la quantité proposée.
Expliquez-leur pourquoi il faut mieux éviter ce genre d'aliments. Soyez créatifs. Si vous êtes à la maison, n'hésitez pas à faire preuve d'imagination. Proposez-leur des assiettes colorées et rigolotes faites avec des fruits, par exemple. Offrez-leur plusieurs choix. Les enfants adorent avoir le choix. En leur offrant plusieurs choix, ils râleront beaucoup moins de ne pas avoir leur biscuit et leur chocolat préférés. Comment tu as baillé? C'est naturel ici. En tout cas, le sucre, il en faut, mais à dose modérée. Comme ici, vous pouvez le constater, nous, on a 2-3 petits carrés de chocolat, un petit biscuit. Et puis voilà, c'est pour la route, c'est le matin, c'est demi. C'est bien le matin parce qu'après, quand on prend, on perd, voilà, on dépense des calories. Mais attention, le sucre, le soir, surtout après 17 h, certains médecins le déconseillent vivement. Oui, parce que là, ça reste, Voilà, et après, ça crée de la graisse, les bourrelets, et puis d'autres maladies qui peuvent en maladies. découler. On reste toujours dans l'univers du palais, et on part pour le petit-déj. Miam, 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 miam. On attend des images. Non, vous savez que la réalisatrice, pendant qu'on fait, elle aussi, elle a envie de manger. Hein, donc, c'est comme ça. Mais il y a des chocolats juste en bas, on va t'en garder. T'inquiète pas, Christelle. Oui, Christelle. On Alors, partage première image. tout. On a 2 images à vous proposer de petit-déj. Ça, c'est le volet occidental un peu. Hein, ouais, un peu. Avec des biscottes, du thé, de la confiture. Et puis, du beurre, voilà. de la margarine. Oui, j'espère qu'il y a Riche en oméga, Il y a on en espère oméga, en tout cas. oui, voilà quoi. Un bon petit-déj, ouais. Un bon petit-déj, simple. Oui. Voilà, relax quoi. C'est pas bourratif, mais c'est utile. Vraiment un truc vraiment classique quoi. Et puis par contre ça, c'est classique, mais chez nous en Côte d'Ivoire, oui. Qui n'aime pas ça? C'est quoi? Du riz couché. Ah. Il y a un soupçon de sauce alors? Ah oui, la sauce de la veille. C'est un soupçon de sauce graine. Un zeste de sauce? Ça, c'est la sauce graine avec du riz. Quand c'est quel genre de riz, ça? Ça devrait être du riz local. Hein? Du riz local. Pour que ce soit goûteux, du riz local, avec de la sauce graine, quelques morceaux de viande, et puis bon, c'est bon. Hein. Et Alix, vous savez comment ça se mange, ça? Non. Ça se mange dans un coin de la cuisine, avec un t-shirt ou un débardeur pour les mouvements, avec une vieille culotte. C'est-à-dire à manger dans un coin de la cuisine, même pas sur la table, même à manger, dans un coin de la cuisine pour être en paix, quoi. Comme vous dites, sans chichi, Sans il faut chichi, y aller il n'y a pas d'enfant qui à la va bonne venir, franquette. voilà, fermer la porte. Vous pouvez fermer la porte de la cuisine, même trop le matin. Il faut partager. De 4h52. Parce que manger aussi à 2 le riz couché, c'est bon. Hein. Pareil Oui, que c'est bon, très, mais très bon. non, vu la quantité, et comme nous sommes en Afrique, on se comprend, quoi. Gourmand Toto. Bon appétit si vous nous regardez, mesdames et messieurs, si vous prenez maintenant votre petit déjeuner. Nous, on est très heureux d'être en votre compagnie pour cette matinale qui va se poursuivre maintenant avec Alix. On la poursuit avec peut-être quelques annonces. Alors, la citation du jour, elle est de Léopold Sédar Senghor. Il est grand écrivain, homme d'État. Il a été aussi président du Sénégal. Et la pensée dit... Penser et agir par nous-mêmes et pour nous-mêmes en nègre. Accéder à la modernité sans piétiner notre authenticité. Dixit Léopold Sédar Senghor, icône incommensurable de la culture et de tout, hein, de tout ce qui est là, il est en illustration, je crois, dans une tenue d'académicien. Oui, voilà. oui, et les générations futures ont du mal à comprendre qu'un tel homme a été président et qui a laissé le pouvoir, il a démissionné, il a passé le flambeau. C'est-à-dire autant au niveau politique qu'au niveau culturel, il aura été un modèle multiforme. Voilà, en tout cas, c'est bon pour l'histoire et pour la postérité. Alors, le cas pratique, on a un petit rectificatif, hein, c'est le choix des cadeaux. Quel est le cadeau idéal pour votre enfant? Voilà. Et puis, tout à l'heure, avec Serge Taïgba, c'était donc développer votre infrustrabilité pour parvenir à l'indépendance émotionnelle et non pas dépasser, développer. Voilà, bon, et pour rester complet sur toutes, les éléments tous les éléments qu'on aura à développer, on parle thématique famille. Docteur Laura Michel nous parlera aujourd'hui de la gestion des congés. C'est bientôt, les petits bouts de choux seront à la maison. Comment ça va se passer? On va s'organiser ensemble avec notre docteur. Pas de congé pour cette émission, pas de congé pour nous. On continue jusqu'à destination juin. Maintenant, le cas pratique, on va y aller. Le choix des cadeaux. Quel est le cadeau idéal pour votre enfant? Comment on le choisit? Comment on fait concrètement? Ça, c'est un casse-tête. Hein? Bon, on va regarder. Comment choisir le cadeau des enfants?
Chaque année, il faut partir à la recherche du présent idéal pour son enfant, soit pour son anniversaire, soit pour les fêtes de Noël. Il faut trouver le cadeau qui saura le combler de bonheur. Mais avant de procéder au choix du cadeau d'un enfant, il est important de prendre en compte son âge et ses centres d'intérêt. Nos conseils pour faire de bons choix. D'abord, ensemble, faites une liste de cadeaux. Cela permet à l'enfant d'écrire tout ce dont il a envie. La liste leur permet de réfléchir, de s'interroger, de choisir. Il faut lui apprendre à trier, à hiérarchiser en fonction de son âge, de l'intérêt des jeux, de ceux qu'il a déjà, et l'aider à se poser de grandes questions. Qu'est-ce que j'aime vraiment? Qu'est-ce qui me plaît le plus? Qu'est-ce que je dois choisir en premier? Enfin, guidez votre enfant vers des jeux qui le rendent actif, qui lui permettent de développer sa créativité ou sa sociabilité. Pas des jeux qui l'enferment dans une bulle, un monde virtuel. Optez pour des jeux de société pour les enfants à partir de 4 ans, car votre enfant, à cet âge, commence à avoir ses copains à lui, à gérer son propre environnement. Les jeux de société comme les puzzles seront les bienvenus en ce moment. Une idée de cadeau qui dure toute l'année? Vous pouvez offrir à votre enfant une inscription pour une activité qu'il rêve d'essayer. La natation, le chant, les cours de piano, théâtre ou encore rugby pour enfants. Aussi, l'autre piège, c'est de se dire « je vais faire un cadeau très éducatif qui va l'aider à être meilleur à l'école ». Rappelez-vous, un cadeau n'a pas besoin tout le temps d'instruire votre enfant. On peut juste s'amuser et c'est bien correct. Faites un équilibre dans vos choix. Un dernier élément. Votre enfant n'a pas forcément les mêmes goûts que vous. Ne décidez pas à sa place. Aidez-le plutôt à faire son choix. Alors, ça donne des idées, hein, surtout que nous sommes déjà à 6 jours exactement de Noël pour les parents qui auraient pris du retard. Vous avez des orientations, n'est-ce pas, Marco? Oui. Ou ce serait quoi pour moi? Oui, j'ai déjà votre cadeau. Non, hein. moi, j'aime pas les surprises, il faut me dire tout de suite. Oui, je vous dirai. Je vous dirai ça après la surprise. Un joli cadeau pour vous. Et vous, le mien Mais si, c'est déjà calé, c'est déjà en bon, tête. Je déjà le calé. prends C'est dans l'avion aujourd'hui, demain. C'est dans l'avion, ça arrive? Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas pressés. On va le déballer ici, on a promis aux téléspectateurs. Alors, normalement, nous y allons pour la météo, mais on a encore 2-3 minutes à groupiller. On pourra vous donner quelques informations à nouveau sur des événements ou des personnes qui nous auront quittés un 19 décembre. Notamment Monsieur Jacques Tourneur, il est réalisateur français. Il nous a quittés un 19 décembre 1977. Voilà, il est né le 12 novembre 1904. Voilà son illustration juste sur vos écrans. Et puis aussi, on va continuer dans tout ce qui a rythmé le 19 décembre. On parlait tout à l'heure de cette grande figure de l'Afrique. Nous allons maintenant aller avec... tout va bien. Avec maintenant le 19 décembre 1962, c'est Léopold Sédar Senghor qui devient président du Sénégal, un magnifique pays d'Afrique qu'on aime beaucoup. On salue tous ceux qui nous regardent du côté du Sénégal, c'est comme ça qu'on dit. Hein? De la Teranga, oui. Pays de la Teranga, un beau pays culturel, touristique, avec des gens des femmes exceptionnelles, d'une raffinité, voilà. Les raffinements spéciaux. Raffinement, ouais. Par exemple, spécial. les femmes sérères du Sénégal sont les plus belles femmes du les monde. Les Peuls aussi, hein. Elles ont un teint noir avec des dents blanches, des yeux. Elles sont très belles. On salue tous ceux qui nous regardent du côté de Joal. Joal. Femmes sérères sont les plus belles. Un peu comme les femmes Agni ici. sont les plus belles femmes du monde. On vous le concède. On vous le concède. Ne vous inquiétez pas. Alors, 19 décembre 1965, la France a élu le président Charles de Gaulle, le général de Gaulle, à la présidence de la République française. Voilà. Oui.
Charles de Gaulle, 19 décembre 1965. Et puis le 19 décembre 2005, la planète passe un cap. Notre planète Terre atteint une population de 6 milliards 500 millions de personnes. Depuis, on a dépassé, depuis nous sommes à un peu plus de 7 milliards. Je pense que la démographie est galopante. C'est clair que nous en sommes à ce chiffre-là. Avec un peu plus de 3 milliards 500 millions de femmes sur Terre en ce moment. Wow, voilà. Wow, wow, wow. Et puis, c'est pas tout, hein? Oui, c'est pas tout. Le film dont on parlait hier, un film qui nous a fait pleurer, qui a fait sourire, qui nous a fait aimer l'amour, l'amour qui traverse tout temps, toute épreuve. C'est le Titanic, sorti du film Titanic réalisé par le Canadien James Cameron le 19 décembre 1997. En tout cas, ce film aura Vous avez pleuré marqué... Ah oui. Vous avez regardé combien de fois? Voilà, ce qui s'est passé, c'est que quand c'est sorti, il y avait la fièvre et tout ça. Je n'ai pas regardé le même jour. J'ai regardé quelques temps après. Et le même jour, j'ai regardé 9 fois. J'ai remis la bande et je pleure et je repleure je pleure. Moi, j'ai un ami libanais qui a regardé le film 27 fois. Au moment où on se quittait à l'époque, 27 fois. Peut-être qu'après, peut-être là maintenant... Et moi, la même journée, j'ai passé toute ma journée à regarder que ça. Et à pleurer. Et dans la même année, il y a beaucoup d'enfants qui sont nés qui s'appelaient Leonardo partout dans le monde pour coller à Leonardo DiCaprio. Celui qui vient, il ne s'appelle pas Leonardo, mais il a la carrure et puis il a la prestance qui nous sied donc à Matin Bonheur. C'est Régis Kofi. On va la voir dans quelques instants, juste après la météo. Vous êtes à Matin Bonheur. Je suis Alice Kokola en compagnie de Marcelin Govoy. Bonjour mesdames et messieurs, la région du Sud sera ce matin sous le brouillard. Le ciel sera par la suite progressivement nuageux avec des possibilités de pluie dans la région du Sud-Est. On aura une matinée relativement humide dans la bande centrale avec un ciel partiellement nuageux et progressivement ensoleillé. Sur le nord, le temps restera sous l'influence des vents secs et poussiéreux. Les températures prévues pour la matinée, nous aurons 26 degrés à Abidjan, 26 à Adiaké, Bandoukou marquera 23 degrés, il fera 23 à Boaké, Daloa 24 degrés, Dimbokro 24 degrés, Gagnoa marquera 23 degrés, Korogo 22 degrés, 20 degrés sur la ville de Mans et Odiéné, San Pedro 25 degrés, Sassandra marquera 25 degrés, il fera 25 degrés à Tabou et Yamoussoukro 23 degrés. L'après-midi, on aura une légère poussée des vents secs sur la région de la bande centrale. Du nord à la bande centrale, le temps sera marqué par la présence de poussière. La région du sud restera sous l'influence des vents humides qui favoriseront le développement de nuages avec des possibilités d'averses de pluie localisées. Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 31 degrés à Abidjan, à Diaké, 31 degrés, Bandoukou 35 degrés, il fera 34 degrés à Boaké, Daloa 33 degrés, 35 degrés à Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa, Korogo 34 degrés, Mans 32 degrés, 35 degrés sur la ville d'Odiéné, le mercure affichera 30 degrés dans les villes de San Pedro, Sassandra et Tabou et Yamoussoukro marquera 33 degrés. Très bonne journée à toutes et à tous. L'actualité du retour, cette fois dédiée à l'Afrique. Bonjour à toutes et à tous. Le président burkinabé a souligné lundi l'urgence de la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel. Roch Marc-Christian Kaboré s'exprimait depuis l'Élysée à l'issue d'une rencontre avec Emmanuel Macron au cours de laquelle la France et le Burkina Faso ont signé des accords en matière de transport et d'assainissement de l'eau. Je vous invite à suivre à présent les réactions des présidents français et burkinabés. Nous sommes aujourd'hui engagés à travers la force Barkhane dans toute la région. Je le disais, je serai dans quelques jours au Tchad et nous le faisons à chaque fois, non seulement en partenariat, mais à la demande expresse des gouvernements.
C'est, je le crois, notre responsabilité parce que ce sont des pays amis et parce que, je le dis très profondément, ce terrorisme islamiste frappe au cœur les pays du Sahel, mais nous a également touchés. Et c'est une cause commune dans laquelle nous sommes aujourd'hui profondément engagés. L'ensemble de cette lutte contre le terrorisme est tellement urgent parce qu'aujourd'hui nous avons près de 600 écoles qui sont fermées entre l'Est, le Sahel et le nord de Burkina Faso. C'est quand même quelque chose qui sont des chiffres qui en disent long et qui nécessitent donc que nous puissions coordonner déjà nos opérations entre pays, c'est-à-dire le Niger, le Mali et le Burkina Faso, pour pouvoir réduire, je dirais, la circulation de ce monde-là sur nos frontières. Les Togolais se rendent aux urnes demain pour des élections législatives boycottées par la principale coalition de l'opposition après plus d'1 an de crise politique et des dizaines de manifestations pour demander le départ du président Faure Gnassingbé. La Commission électorale de la République démocratique du Congo déclare que le nombre d'électeurs alloués à chaque bureau de vote de la capitale devra augmenter. Un incendie dans l'un de leurs entrepôts a détruit plus des 2/3 des machines de vote électorales nécessaires à Kinshasa, faisant craindre que beaucoup ne puissent pas voter. Mais la Commission électorale affirme maintenant qu'elle a remplacé presque toutes les machines nécessaires. Parlons toujours d'élections en RDC. Beaucoup des électeurs au prochain scrutin n'étaient pas nés quand Kabila Père a renversé le maréchal Mobutu en mai 1997. La tranche d'âge des 18-25 ans votant pour la première fois pourrait être déterminante dans la course à la présidence. Reportage. À 19 ans, Jenny n'a connu que le président sortant, Joseph Kabila. L'étudiante en journalisme est en stage dans une télévision privée à Kinshasa. Un stage qui l'amène à travailler sur la campagne électorale. La jeune citoyenne est pleine d'attentes avant ce scrutin historique pour elle et son pays. C'est ma première fois d'avoir une carte d'électeur. Alors, j'aimerais voir ce que ça fait de voter d'abord. J'aimerais voir ce que ça fait de changer de président, changer de régime. Les moins de 25 ans représentent les 2/3 de la population de la République démocratique du Congo. L'accès à l'emploi reste leur priorité. Caprice, 21 ans, rêve d'ouvrir son atelier de couture et lancer sa propre marque de vêtements. Ses préoccupations sont bien loin du scrutin de dimanche. Pour moi, que le président Kabila quitte le pouvoir ou qu'il reste ou quelconque président qui va remplacer, ça m'inspire en tout cas rien. À 2000 km à l'est de Kinshasa, Goma, la capitale du Nord Kivu, est en campagne sur fond de violence des groupes armés. Jackson, 23 ans, est un pousseur de Tchukudu, ces vélos en bois typiques de Goma. Ses livraisons, payées 1 ou 2 $ la course, lui assurent de quoi faire vivre sa femme et ses 3 enfants. Le jeune père rêve de paix dans sa région. Les jeunes Congolais veulent être représentés par leurs dirigeants. Pas facile quand le plus jeune candidat à la présidentielle a déjà 37 ans et très peu de chances d'être élu. Depuis plusieurs saisons maintenant, toute la partie sud de la grande île de Madagascar se dessèche dangereusement. Quelques jours avant que le pays ne vote aux élections nationales, les habitants d'Ambozari, au milieu d'une grave sécheresse récurrente et d'une pénurie d'aide internationale, espèrent avant tout que le nouveau gouvernement leur permettra de sauver des vies. Au moins 21 garçons sont morts en Afrique du Sud alors qu'ils subissaient une circoncision lors de la cérémonie semestrielle qui a commencé en novembre. 17 jeunes garçons sont morts dans la province du Cap oriental, tandis que 2 autres sont morts dans les provinces du Nord-Ouest et du Cap occidental. Ces décès sont survenus en dépit d'une répression contre les écoles d'initiation illégales qui ont entraîné des décès par le passé. Une pétition accusant Disney de colonialisme et vol qualifié pour avoir enregistré une expression utilisée dans le film Le Roi Lion a attiré plus de 30 000 signatures. L'expression Hakuna Matata signifie « pas de problème » ou « pas de souci » en langue swahili.
qui est parlé dans toute l'Afrique de l'Est. Disney a déposé des droits d'auteur pour la première fois sur l'expression en 1994, l'année même de la sortie du film d'animation Le Roi Lion. Voilà qui marque la fin de ce point sur l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure à 7h pour le développement de l'actualité internationale. Hakuna Matata également, pas de problème ici, on s'installe tout doucement. Notre coach, il est déjà là. Bonjour coach. Bonjour Alix. Bonjour coach. Bonjour Arcélin, merci. Aujourd'hui, on parlera de développer votre infrustrabilité pour parvenir à l'indépendance émotionnelle. Mais avant le jingle. On va continuer. Hein. Pas de jingle? Mais d'accord, on ira. On gagne de précieuses secondes. Voilà. Alors, coach, petite digression. Tout à l'heure, on a vu dans l'élément quelqu'un qui s'appelle Caprice. Ça, en tant que coach, ça vous choque ou bien vous êtes d'accord avec? Oui, vous savez que le nom Agis, donc un peu choquant quand même, parce que quand on sait que ça va agir sur l'attitude de la personne, influencer de la personne, oui. Pourquoi un tel nom, on se demande. Ça c'est dit, ça c'est fait. Ça va faire l'objet d'un autre thème, les noms qui agissent. Et puis voilà. Oui. Développer votre infrustrabilité pour parvenir à l'indépendance émotionnelle. Qu'est-ce à dire? Alors, on parle d'infrustrabilité. C'est vrai qu'il faut déjà savoir que l'infrustrabilité, c'est un néologisme que moi-même j'ai inventé. J'en ai parlé dans mon dernier livre. Ça n'existe pas, ça n'existe dans aucun dictionnaire, en tout cas pas pour le moment. J'espère que ça apparaîtra un jour dans un dictionnaire. Mais en fait, c'est une idée qui exprime un fait qui est bien réel, qui est cette capacité-là pour une personne à dépasser les frustrations. Vous savez que sur le chemin vers le bonheur, le chemin vers l'épanouissement personnel, il y a un frein. Et ce frein-là, ce sont les frustrations. Et quand on n'est pas capable de dépasser les frustrations au quotidien, on ne peut pas atteindre l'épanouissement. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, on va parler de comment dépasser ces frustrations-là et atteindre ce que j'appelle l'indépendance émotionnelle. Vous savez que la plupart des gens ont souvent l'impression que leur provision émotionnelle va venir des autres. Donc, ils attendent d'être nourris par les autres émotionnellement, alors qu'ils ont la capacité de se nourrir eux-mêmes émotionnellement. Voilà. D'accord. On ira à la genèse. Qu'est-ce qui provoque déjà le sentiment de frustration chez les individus? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la frustration n'est rien de plus qu'une idée. Une frustration n'est rien de plus qu'une idée. Rien de plus. C'est une idée qu'on s'est fait d'une situation, une interprétation qu'on s'est fait d'une situation qui engendre cette frustration. Voilà. Donc, c'est une idée. Après, quels sont les, quel est le conditionnement que j'ai à la base? Parce que le conditionnement que j'ai à la base va jouer sur l'interprétation que j'ai fait des événements. Et maintenant, ces événements-là, interprétés, vont déterminer si je serai frustré ou si je serai plus libre émotionnellement. Les conditionnements sont de quel ordre? Alors, ce sont des conditionnements d'abord psychologiques et aussi émotionnels. Donc, si j'ai vécu des situations par le passé qui m'amènent à interpréter les situations d'une certaine manière, chaque fois qu'une situation, on va dire, similaire va se présenter, j'aurai toujours cette tendance à interpréter l'événement sous le prisme de mon expérience ou de mon conditionnement. Disons par exemple qu'une personne qui, dans son passé, a été souvent rabrouée par ses proches, a été souvent malmenée, maltraitée même, on va dire, et cette personne-là aura ces souvenirs-là, ces traces émotionnelles en elle. Et plus tard, même quand elle va grandir, elle va travailler, elle va entrer dans la vie active, chaque fois qu'elle va se retrouver peut-être en face d'un patron qui est dur, qui répète le même comportement, elle aura toujours tendance à revivre les mêmes émotions qu'elle vivait quand ses parents le faisaient. Donc voilà un peu comment les gens sont conditionnés. Donc c'est souvent dans nos expériences qu'on prend ces conditionnements-là et ça nous suit dans la vie de tous les jours. Et le conditionnement est inhérent également à notre environnement immédiat, familial, absolument, géographique, absolument, amis, co-religionnaires, tout ça, c'est très important. Vous savez, les influences viennent de toutes parts. Hein. Multiformes. Oui, les influences viennent de toutes parts, multiformes. Vous savez que notre cerveau a tendance à interpréter tout ce qui lui apparaît sous forme d'image, sous forme de son, sous forme de... Il prend, il filtre, il laisse, il garde. Donc, il est toujours en train d'interpréter. Ouais. Et tout ça s'emmagasine en nous, dans notre subconscient, comme image, on va dire. Et en ce moment-là, tout ce qu'on va vivre va être conditionné par ces images préalables. D'accord. Alors, comment arriver à donc, se détacher de ces pensées-là? Alors, comment se détacher de ces pensées? Il y a un ensemble d'étapes que peut-être je vais développer ici, qui aident vraiment à atteindre cette indépendance émotionnelle-là, parce que cette indépendance émotionnelle est très, très importante. Vous savez, l'émotion, dans le mot émotion, vous avez « e » et vous avez « motion » en anglais qui veut dire mouvement. Donc, l'émotion, c'est une énergie, raison pour laquelle, quand vous avez une émotion qui vous anime, vous avez toujours l'impression que cette émotion-là vous pousse à l'action. C'est une énergie qui bout en vous, qui a envie de vous pousser à agir.
Quand quelqu'un est en colère, par exemple, il a toujours l'impression que cette énergie-là monte tellement qu'il a soit besoin de frapper quelque chose, il a besoin de crier, il a besoin de faire quelque chose pour que cette énergie-là parte. Donc, cette émotion-là conditionne nos actions. Alors, si on n'a pas cette capacité à se contrôler émotionnellement, surtout en ce qui concerne les émotions négatives comme la frustration, si on n'a pas cette capacité-là à pouvoir se contrôler émotionnellement, on va dépendre des événements et on va dépendre même des personnes. Vous voyez, je suis dans une relation, quand mon chéri me sourit, je suis bien. Et quand il ne me sourit pas, je ne peux plus travailler, je ne peux plus vivre. Alors, je suis quelque part dans un environnement de travail. Quand les gens sont courtois avec moi, je suis bien. Et quand les gens arrêtent de faire ça, je commence à être malheureux. Je ne suis pas dépendant émotionnellement. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on soit immunisé des hauts et des bas de l'émotion. Immunisé, peut-être trop dit, je dirais bon, pas. De ne pas être dépendant, en fait. C'est très important. Dépendant, vous savez, l'indépendance, c'est quelque chose de C'est ça, être immunisé, être indépendant de tout ce qui découle de la vie des autres. Voilà, si vous voulez. Si vous voulez. Donc l'idée ici, c'est vraiment de pouvoir, malgré ce qui se passe à l'extérieur, moi, je garde ce que j'ai envie d'être. Quand c'est dur, ce sont les durs qui avancent. Voilà. Je choisis en fait l'attitude, j'ai choisi l'émotion qui va m'animer et non être conditionné parce que les gens m'ont fait ou parce que les événements Pas d'état d'âme. De l'état d'âme, oui. Vous savez, il a été prouvé, je ne sais pas si vous le savez, que les émotions ont une durée de vie. Mais des durées de vie très courtes. Que vous prenez la colère, la joie, la tristesse, elles ont une durée de vie. Voilà. La raison pour laquelle quelqu'un l'a dit, même l'amour, quelqu'un l'a dit, la souffrance. Les gens qui sont rancuniers, ça reste. Hein? Oui, je vais expliquer ça tout à l'heure, justement. La douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix. Vous savez, quand on vous porte un coup bien dit, ça. devant un événement, vous avez un sentiment qui est naturel. Alors, il faut savoir que les émotions ne sont pas mauvaises. Les émotions, justement, sont des éléments qui nous servent à recevoir des messages. Ce sont des éléments qui nous servent à avoir des indicateurs pour pouvoir marcher dans la vie. Donc, ces émotions-là ne sont pas mauvaises. Après, quand ces émotions-là viennent, c'est pour nous donner des signaux. Par exemple, quand vous êtes dans une situation où on vous frustre, la raison pour laquelle vous ressentez la frustration, c'est pour que vous sachiez que là, il y a un danger, il y a une menace émotionnelle. Donc, ça vous amène à vous dire, ah, OK, il faut que je prenne des dispositions pour ne pas être esclave de la personne. Il faut que j'ai mon armure. Il faut que je prenne de la hauteur. Anyway, il y a toujours quelque chose que je peux me dire pour pouvoir me protéger. En réalité, les émotions nous servent à nous protéger. Maintenant, quand l'émotion est venue, elle a une durée de vie. Que ce soit la colère, que ce soit même la frustration, elle peut venir. Elle a une durée de vie qui n'est pas très longue. Alors, après, il y a ce qu'on appelle le ressentiment. Donc, j'ai senti la chose, l'événement est passé, et moi, je viens pour ressentir. Je viens pour m'accrocher à l'événement. Et je m'accroche avec quoi? Avec quoi je m'accroche à l'événement? Là. Avec mes pensées. Mes pensées, oui. Donc, j'ai vu l'événement m'a donné un message, c'est passé. L'émotion elle-même était venue pour un moment. L'émotion est partie. Moi, je choisis de revenir sur l'événement. Je m'accroche à l'événement, j'interprète l'événement et je me crée encore des ressentiments. C'est là que la souffrance est un choix. C'est là que la souffrance maintenant devient un choix. Sinon, la douleur, elle était inévitable. Si je prends un coup, tout à l'heure, Marcelin, si je vous envoie un coup, vous allez sentir quelque chose. Oui. OK. Ça dépend d'où. Maintenant, si vous revenez une semaine après ou 10 jours après, vous me dites, ah, écoute Serge, la dernière fois, là, tu m'as tapé, là, je ressens encore. 10 jours après, j'ai dit, mais Marcelin, qu'est-ce qui ne va pas? 10 jours après, tu ressens encore la douleur. Est-ce que tu n'es pas en train de t'accrocher? Ça dépend. Si Serge est un boxeur professionnel à ses heures perdues et qu'il a donné un coup sur un nez, après il y a un souci, c'est que ça continue. Non, mais la douleur va passer. La douleur, elle est toujours passagère. C'est un ressentiment que vous aurez. Voilà, c'est un ressentiment. Alors, un cas pratique. Hein. Comment arriver, par exemple, à faire face à une frustration qu'on a vis-à-vis de son conjoint, de ses collègues, par exemple, quand on n'est pas à l'aise? Alors, vous savez, on décrypte nos pensées et tout. OK. Déjà, la première chose à comprendre ici, c'est d'abord un travail psychologique. Il y a tout un reconditionnement à faire parce qu'on a tous été éduqués à une manière de réagir, d'agir, de faire face aux événements. Et dans cette manière d'agir, il y a ce que j'appelle le manque de responsabilité. On a souvent l'impression que notre joie, que notre engagement, notre enthousiasme doit être déterminé par ce que les gens vont faire de nous. Alors qu'on a cette capacité-là de choisir l'attitude qu'on va avoir. Voilà pourquoi je parle de prendre la responsabilité de son attitude. Ça, c'est la première chose. Prendre la responsabilité de mon attitude. Nous édifier ce matin. Je ne vais pas laisser les gens déterminer comment je vais réagir. Si j'ai choisi d'être joyeux, je choisis d'être joyeux. Si j'ai choisi d'être père, je choisis d'être père. Si je choisis d'être courtois, je choisis d'être courtois. Et ça, c'est possible. Et il faut l'accepter. Et vous savez, vous voyez des gens qui disent...
c'est lui qui m'a énervé. C'est parce que lui, là, il est comme ça que je me comporte comme ça. Non, en réalité, ça n'a pas de sens. Vous savez, quand on presse du jus, quand on presse une orange, ce qui en sort, c'est quoi? Du jus d'orange. Oui. Donc, si vous êtes en colère, ça veut dire que la colère est en vous. Donc, la raison pour laquelle vous manifestez de la colère, c'est parce qu'elle est en vous. Parce que la seule chose qui sort d'une orange quand on la presse, c'est ce qui est, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc, si vous êtes en colère, ça veut dire qu'en vous, il y a de la colère. Si vous êtes frustré, mais ça veut dire qu'en vous, il y a des dispositions à la frustration. Donc, prenez la responsabilité de votre attitude. Alors, tant que vous allez dire que c'est les autres qui déterminent votre attitude, justement, vous enchaînez et vous restez dépendant, en fait. C'est bien dommage. Donc ça, c'est la première chose. C'est la première, Prendre la responsabilité de son attitude. Alors, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est ce que j'appelle sortie du jugement. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que la frustration, c'est une idée, rien de plus. C'est juste une idée, que ce soit le chagrin, la frustration, tout ça, ce sont des idées. Alors, ce sont des interprétations qu'on fait des événements. Et ces interprétations en sont basées par une tendance que nous avons tous, ce qu'on appelle le jugement. Alors, c'est quoi le jugement? Alors, prenez le rôle d'un juge. Qu'est-ce que le juge fait? Le juge, il est tout le temps là pour dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Alors, ce n'est pas qu'on n'a pas cette capacité, mais il est dit dans notre jargon de tous les jours que nul ne doit se faire justice. Alors, cela signifie que malgré le fait qu'on connaît la loi, malgré le fait qu'on connaît nos droits, si je suis victime d'une expérience, je ne vais pas, moi, me faire justice. Sinon, la loi même va se retourner contre moi. Absolument. Donc, il me faut aller peut-être vers les autorités compétentes pour dire, bon, OK, j'ai été victime d'une telle situation, comment je fais? Alors, sauf qu'en pareille situation, il n'y a pas de justice qui régit ces genres de situations entre les relations entre les hommes. Ce qui fait que nous, on se permet souvent de juger les autres. Donc, quelqu'un me fait quelque chose, je le juge d'abord dans mon cœur, et ensuite, ça peut se traduire dans mon attitude. Dans Comme on dit, je le classe. Je le classe. Alors, ça, j'en parle très bien dans mon livre, ce qui est dangereux ici, c'est que de la même manière que la justice se retourne contre nous quand on se fait justice de façon sociale, on se met en porte-à-faux avec la nature, avec les lois de la nature, quand on entre dans ce jugement-là. Et ce jugement qu'on fait avec le comportement des gens, en fait, ça nous détruit nous-mêmes. Parce que quelqu'un a une attitude devant nous, et quand on se met à juger et à dire « il ne doit pas faire ça », on crée ce qu'on appelle de la résistance ou de la tension interne. Parce que vous savez que la circulation, c'est l'une des lois de la nature. Vous devez laisser couler les choses. Un événement s'est produit, laissez couler. Si dans votre corps, le sang arrête de couler, vous tombez malade. Si vous mangez que vous n'allez pas aux toilettes, vous allez tomber malade, vous allez avoir la constipation. Donc, la circulation fait partie des principes de la nature. Si vous ne laissez pas les choses couler, vous créez une congestion, vous créez un blocage et vous vous rendez malade. C'est pour ça que vous avez dit, comment arriver à se détacher de ces pensées et relativiser. Absolument. Relativiser, tout est là, relativiser. Tout simplement. Alors comment on relativise de nos jours où il y a trop d'agressions officielles, non officielles, sous-jacentes, connues, beaucoup d'hypocrisie. On est dans un monde où il y a beaucoup d'hypocrisie. Comment apprendre à relativiser, coach? Alors, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer les téléspectateurs, mais je vais le dire quand même parce que j'y crois et je pense que c'est vraiment la clé pour l'épanouissement de tout un chacun. Vous savez, dans la vie, les choses n'ont aucun sens. Rien n'a de sens. Rien, absolument rien n'a de sens. Alors, la raison pour laquelle on appelle votre belle tenue, Marcellin, costume, c'est un choix qu'on a fait. On aurait pu l'appeler calebasse. On aurait pu l'appeler autre chose. Alors, rien n'a de sens dans cette vie. Un événement se produit, c'est vous qui choisissez le sens que vous donnez à l'événement. Alors, on vous gifle, vous pouvez l'interpréter d'une manière, vous pouvez l'interpréter autrement. Alors, un ami m'a raconté une histoire un jour de deux personnes qui avaient été cognées par une voiture sur une route. Alors, c'était la même situation, ils ont été cognés à la même intensité. Le premier se lève, il dit « Waouh, je ne suis pas mort. J'ai échappé belle. Waouh, Dieu, merci. » Le deuxième il se lève, il est en colère contre le chauffeur, contre la situation et contre lui-même. Et vous savez ce que ça produit? Cette colère, qui est juste un sens qu'il a donné à l'événement qu'il a vécu, le rend malade, empire sa situation et ne fait que l'enfoncer en fait émotionnellement. Alors que celui qui se retrouve dans la gratitude, qui dit « Waouh, j'aurais pu mourir. Waouh, je ne suis pas mort. J'ai échappé belle. » et qui rend grâce à Dieu, celui-là, il se sent mieux. Alors, c'est le même événement, la même situation, mais ils ont donné des sens différents. Donc, les choses n'ont aucun sens. Vous parlez de relativiser. Vraiment, la clé pour relativiser, c'est simplement de comprendre que les choses n'ont pas de sens. C'est à nous de leur donner un sens, le sens qu'on veut. Il y a ce que j'appelle les mensonges du bonheur. Alors, les mensonges du bonheur, c'est tout simplement de comprendre que je peux me mentir pour être heureux. Ah oui, ça... Oui. Alors, c'est de la naïveté, mais c'est utile pour que je sois heureux. Un événement se produit, je l'interprète naïvement, pourvu que moi, ça me permette d'être libre émotionnellement.
Alors, si le fait de vouloir donner le sens que tout le monde se donne, le sens rationnel, le sens conventionnel, mais qui me fait souffrir, à quoi ça me sert? Ah oui. Donc, je me mens pour être heureux. Donc, si l'événement, j'ai envie de l'interpréter comme « Oh, c'est une grâce ». Ah, j'ai moins 150 millions sur mon compte. C'est une opportunité. C'est une opportunité de repartir à zéro. À zéro, voilà. 150 millions, ça peut revenir rapidement. C'est ce qu'on s'est dit. Voilà. C'est bien d'avoir un ami comme vous. Mais oui, il faut tout dominer, tout gérer soi-même. Hier, j'ai eu une pensée comme ça qui m'est venue. Ce qui ne dépend pas de moi n'est pas plus fort que moi. Waouh. Voilà. Waouh, c'est beau ça. Voilà. C'est beau ça. Et vous voyez, ce sont ces genres de concepts-là qu'il faut intégrer. Ça, j'aime beaucoup. Quand on intègre ce genre de concept, on commence à atteindre, justement, là, on parle d'indépendance émotionnelle. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'indépendance financière, il y a ce qu'on appelle l'indépendance politique, l'indépendance économique d'un État. Quand on parle d'indépendance financière, il y a plusieurs facteurs qui jouent pour atteindre l'indépendance financière. Vous devez avoir un travail, vous devez avoir des clients, vous devez avoir des gens qui vous payent, vous devez avoir une économie qui est plus ou moins stable. Donc, il y a plusieurs facteurs qui ne dépendent pas de vous. Mais ce qui est merveilleux, ce qui est fantastique avec l'indépendance émotionnelle, c'est que tout dépend de vous. Alors, tout dépend de vous. Alors, coach, moi, je vais vous raconter une histoire vécue également. C'est que on est dans une boîte de nuit où, depuis 2 heures de temps, le public est là, personne ne danse. Et le public est majoritairement composé d'Africains. Vous savez, quand on va à des réceptions, on se la joue. Oui. Personne ne va aller danser le premier. Voilà, tout ça, on se connaît comme ça pour ça. Et tout le monde est là, personne ne danse. Et le DJ qui s'ennuie, qui met l'ambiance, qui fait de son mieux. Il fait de son mieux, mais rien. Et puis, 2, 3 personnes de type caucasien qui entrent. Parler concrètement des Blancs qui arrivent, ils sont 2. Mais ils ont dansé sur la piste vide et tout le monde après a tiré. C'est-à-dire, ils sont venus avec... Et le DJ... sans savoir peut-être la portée de ces mots, a dit « Ah, c'est pour ça que je les aime, ceux-là. Ils ont un autre état d'esprit. » Ils ont fait fi du fait que, ouais, on va me regarder, c'est moi qui danse le premier. Non, ils sont venus, ils ont fait le show, comme on a dit. Et tout de suite, quand vous parlez, je pense à ça. Ils ont dominé les regards. Oui, ils vont dire que je suis ceci, je suis cela, que je suis... C'est ça. Tout simplement. C'est ça. Ils sont maîtres de leurs émotions. Ils sont maîtres de leurs émotions. J'ai l'habitude de dire que le bonheur et la tristesse sont 2 voies faciles d'accès, très faciles d'accès. Après, vous trouvez des gens très heureux, vous trouvez des gens très malheureux dans la vie. Alors, c'est très facile d'accéder au bonheur, très facile d'accéder à la tristesse. Et vous savez, quel est l'élément qui vous permet d'accéder à la tristesse? C'est juste une pensée. Vous choisissez une pensée qui vous rend triste, vous choisissez une pensée qui vous rend heureux. C'est vrai. Tout simplement. C'est vrai. Voilà. Tu te lèves à 4 h du matin, tu te dis, c'est de l'esclavage, et puis tu te dis non. Tu prends la photo de tes enfants, tu te dis, oui, c'est pour mes enfants que je fais ça. Il y a de la fierté après. Et on s'en va. On donne un autre sens. On donne un autre sens, tout simplement. Alice prend la photo de Marco, et puis elle se dit, ah, je vais retrouver Marco, j'y vais. C'est ça aussi. Pour donner un sens, c'est ça, quoi. N'est-ce pas, Alice? Marco, vous, Christian, Maman Dendane, tout le monde, voilà. En tout cas, c'est ce qui motive à venir le matin. Et puis vous, très chers téléspectateurs. Alors, dans ce cas-là, le rôle de l'amour aussi. Parce que l'amour est un sentiment fort, c'est aussi un pouvoir que l'on peut utiliser pour arriver à l'indépendance. Absolument. Vous savez, si vous n'aimez pas, vous ne pourriez pas pratiquer tout ce qu'on dit. C'est le moteur de la vie. Oui, mais cet amour-là, ça commence d'abord par l'amour pour vous-même. Vous devez vous aimer parce que la dimension de l'amour que vous avez pour les autres est très liée en fait à la dimension de l'amour que vous avez pour vous-même. Donc, il faut commencer à vous aimer, à vous apprécier. Ça va se refléter dans votre amour pour les autres. Après, quand vous aimez, comme j'ai dit, il faut sortir du jugement, il faut commencer à pratiquer la tolérance. Un élément aussi important, c'est ce que j'appelle réduire ses attentes. Vous savez, la source des frustrations, ce sont des attentes. Plus vos attentes sont élevées, plus vous êtes susceptible d'être frustré. Donc, réduisez vos attentes. Alors, je ne dis pas que les gens ne doivent pas vous apporter des choses. Ils doivent vous apporter des choses. Mais là, par exemple, vous savez qu'on a ces micros-là qui permettent au monde entier de nous entendre. Mais est-ce que si ces micros-là ne sont pas là, on ne peut pas communiquer? Bien sûr. Voilà. Donc, les autres ne sont pas là pour créer votre bonheur. Ils ne sont pas là pour créer votre épanouissement. Ils sont là pour amplifier votre épanouissement. Le créateur de votre bonheur, c'est vous-même. Soyez dur avec vous-même, n'attendez rien des autres. Voilà. C'est une belle conclusion? Bien sûr. Merci beaucoup, coach. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Alors, je reprends pêle-mêle. La douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix.
prendre la responsabilité de son attitude, sortir du jugement. La frustration, c'est une idée. Wow. Et ajouter ma maxime, ce qui ne dépend pas de moi n'est pas plus fort. Ce qui ne dépend pas de moi n'est pas plus fort. Dixit Alice Kokola. Ah oui, c'est la pensée du jour. C'est la pensée du jour. Merci beaucoup, c'est Matin Bonheur. Oui, c'est comme ça qu'on est très heureux. Et puis on prend les choses. Il faut relativiser. Il y a tellement de choses. Il y a toujours une raison d'être heureux dans la vie chaque matin. Il y a toujours une raison. Il y a toujours quelqu'un qui pense à nous. Il y a toujours quelqu'un qui nous veut du bien. Et puis voilà, on a même la preuve. On est tellement positif qu'on nous ajoute 3 minutes en régie. Donc on continue avec notre coach. Vous voyez, c'est tellement intéressant. Ouais, alors, si on veut récapituler, développer votre infrustrabilité pour parvenir à l'indépendance émotionnelle, ça se résume à quoi? Alors, ça se résume simplement à prendre la responsabilité de votre attitude. Première chose, à sortir du jugement. Parce que tant que vous jugez, vous êtes là pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Est-ce que je peux faire, est-ce que je ne dois pas faire? Ils vont dire quoi? Ils vont dire quoi? Ils vont dire quoi? Des choses comme ça, ça vous prend la tête et ça vous met dans des états émotionnels pas agréables. Après, il faut comprendre que les choses n'ont pas de sens, c'est nous qui leur donnons un sens. Donc, peu importe l'événement qui se produit, je peux choisir le sens qui va me mettre dans la frustration. Donc, comme je peux choisir un autre sens qui va me mettre dans la frustration. Vous voyez? Après, j'ai parlé de réduire ses attentes. Réduire ses attentes, c'est de comprendre que, oui, les autres peuvent m'apporter des choses, mais je suis le créateur de mon propre bonheur. Les autres ne sont que des amplificateurs. Donc, si je n'ai pas été capable de créer mon bonheur, peu importe l'amplificateur qu'on me mettra, rien ne va se passer. Imaginez que je n'ai pas de voix et on me met le micro le plus performant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut sortir? Non. Si. Quoi? Le mutisme va sortir. ou le langage non verbal. Oui. Mais le micro ne peut pas amplifier ça. Oui, voilà. Le micro ne peut pas amplifier ce que je n'ai pas créé. Donc le micro ne fait qu'amplifier ce que j'ai. On s'installe dans de l'exotérisme, il faudrait être initié pour pouvoir décrypter. Ce sera maintenant le langage gestuel, vous allez faire des gestes, tout ça. Voilà. Mais là, après, c'est pas tout. Coach, moi j'ai une question. J'ai parlé tout à l'heure du cas des gars qui sont venus dans la boîte, tout ça. Est-ce que parce qu'il y a un grand écrivain qui a dit que l'émotion est nègre, la raison est hélène. Est-ce que ça ne résume pas un peu tout? Est-ce que c'est parce que c'est vrai, on est trop dans l'émotion chez nous. Oui, on est trop dans l'émotion. Ça s'explique, cette forte émotivité qu'on retrouve chez les Africains, mais qui est fortement en train de aussi, baisser. Non, qui est fortement en train de baisser. Ça s'explique par le fait que les Africains, à la base, ne se connaissaient pas vraiment. Regardez le cas des Gilets jaunes, excusez-moi. Les Gilets jaunes en France, il n'y a pas eu de mort dans les Gilets jaunes. Mais imaginez s'il y avait ce genre de manifestation en Afrique. Le carnage, vous savez, parce que les militaires, les policiers ont pu se maîtriser. Il y a le degré de responsabilité aussi. Absolument. Pourtant, on jetait sur eux de l'acide, de tout ce qu'on pouvait imaginer. Mais ils ont été formés à rester vraiment calmes. Voilà. Imaginez ça des vous parlez de formation, j'ajouterais éducation. Oui. Alors, on ne va pas se le cacher, ils sont plus avancés que nous sur ces questions. Donc, naturellement... Même au niveau mental? Absolument. Ils sont plus évolués. Donc, alors, vous prenez un enfant qui a appris pendant 10 ans, un autre qui vient d'apprendre après 3 mois, ils n'ont pas forcément les mêmes réactions. Donc, c'est un peu la même chose qui nous arrive en tant qu'Africains. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de dépasser ça. Il y a beaucoup d'Africains qui révèlent une excellence personnelle incroyable, des gens qui sont des leaders éclairés, qui ont une attitude d'excellence que j'apprécie, que je rencontre tout le temps. Oui, généralement le fruit des études de ces pays-là. Bien sûr. Après, on est obligé de prendre. Il n'y a rien de mal à ça. Donc, s'ils ont des choses qui sont bien, on va les prendre. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de se développer, tout simplement. Vous savez, on a pris le temps de développer nos États, ça continue toujours, mais l'être humain a besoin d'être développé, parce que le développement humain est ce qui va déterminer le développement social. Donc il faut se développer soi-même. D'accord. Merci beaucoup. Donc le maître mot pour la fin, ce sera le développement de sa propre personne. Absolument. Et nous, on en remet une couche chaque mercredi dans la chronique développement personnel. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup, coach. Merci. La semaine prochaine, on va parler de quoi? Alors la semaine prochaine, on va parler des arts de la communication, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, de la frustration, beaucoup de choses. Maintenant, comment communiquer efficacement et avoir des résultats. Ça tombe bien. Là, c'est dans notre giron, là, c'est dans notre sphère. Matin Bonheur. On va nager. La suite, dernière partie de cette émission avec le flash. Et puis derrière, on a Michel Laura qui viendra nous parler de cadeaux, de congés aussi, de tout ce qui rythme ces moments très festifs. Vous êtes à Matin Bonheur et franchement, ça fait du bien. C'est l'heure de l'actualité internationale. Elle démarre au Brésil. Environ 600 maisons ont brûlé dans la nuit de lundi à mardi lors d'un vaste incendie dans un quartier pauvre de Manaus, dans l'état d'Amazonie. L'incendie a affecté plus de 2500 personnes. Les services de santé ont annoncé que 17 blessés avaient été acheminés vers des hôpitaux. En France, Christophe Castaner reçoit les représentants des syndicats Alliance, Unité SGPFO
et UNSA Police. Le ministre de l'Intérieur tente de calmer la colère des forces de l'ordre qui ont dû gérer la mobilisation des Gilets jaunes, mais aussi une menace terroriste revenue brutalement sur le devant de l'actualité avec l'attentat de Strasbourg. Les forces de l'ordre réclament notamment le règlement de nombreuses heures passées sur le terrain durant les derniers événements. Du football, en Angleterre, Manchester United a licencié son entraîneur José Mourinho alors que le club est confronté à une série de défaites. Mourinho, lui, ne part pas les mains vides. Au contraire, le Special One engrange plus de 16 milliards de francs CFA d'indemnités de licenciement. Nouveau record pour Lionel Messi. L'Argentin a reçu hier à Barcelone son 5e soulier d'or, récompensant chaque année le meilleur buteur européen, le meilleur buteur, tous championnats confondus. Nous savons que ce sera compliqué, a indiqué le capitaine du FC Barcelone à propos du 8e de finale de la Ligue européenne des champions face à Lyon. On écoute Lionel Messi juste après avoir reçu son prix. Amo el fútbol, pero nunca imaginé tanto. Como vos decís, sí, fruto del trabajo, del esfuerzo y sobre todo, como vos bien dijiste, de los compañeros, ¿no? Estoy en el mejor equipo del mundo, tengo al lado a los mejores del mundo en su puesto y eso hace que todo sea más fácil y que yo pueda conseguir estos premios. On termine avec la boxe. Nasukawa se prépare avant son combat face à Mayweather. J'ai l'impression que Floyd Mayweather se débine en parlant de match d'exhibition, estime Tenshin Nasukawa en marge d'un entraînement. Le jeune champion de kickboxing affrontera dans un match d'exhibition la superstar de boxe Floyd Mayweather le 31 décembre prochain au Japon. C'est ici que prend fin cette édition. Merci à toutes et à tous de votre attention. Merci Régis. Merci. On se revoit demain. Demain, c'est sûr. Demain, c'est jeudi. On est encore ensemble. Belle journée à vous. Alors, nous allons tout de suite pour notre élément. Sachez qu'aujourd'hui, nous parlerons de la gestion des congés. C'est déjà les vacances, les congés de Noël pour les fêtes. Les tout petits, c'est sûr qu'ils iront en congé, mais pour les plus grands, c'est à nous de gérer ces congés-là. Élément illustratif et notre docteur Laura sera en notre compagnie. À tout de suite. Une pause école ou travail qui donne plus de fil à retordre aux parents qu'aux enfants. Loisirs, sport et jeux, visites aux amis et parentés, révision des cours et travaux ménagers. La liste est longue et les parents auront à choisir selon leur convenance. Comment occuper sainement les enfants tout en évitant qu'ils ne s'ennuient ou qu'ils soient oisifs? Une question qui hante tout parent soucieux de l'épanouissement de ses enfants. Ceux qui sont à l'âge de l'adolescence sont les plus difficiles à satisfaire. Ils sont très nombreux à passer une grande partie de leur temps sur les réseaux sociaux. Ils écouteront d'une oreille bien distraite les avertissements des parents concernant les abus dans ce domaine. Pendant ces périodes de congé, tout le monde en alerte. Pourquoi? Parce que les servantes, ça ne suffit pas. Il faut que les parents aussi soient vigilants. Parce qu'en général, qu'est-ce qui se passe? Moi, qu'est-ce que je fais? Avant d'aller dormir, je prends mes clés. Parce que si tu ne prends pas les clés, ils te laissent, ils font semblant, ils te laissent, tu t'en vas dormir et puis après, ça sort. Ils peuvent ouvrir et puis sortir. Donc moi, je dis rien, je laisse. Quand tout le monde est au lit, je ressors, je vérifie et puis j'enlève mes clés. Ça, c'est pour la nuit. Les retenir à la maison, c'est d'abord mes conseils. Quand je viens, je leur dis que j'ai rien dehors. À la maison est mieux. Pour les plus petits, le choix est vite fait. Les parents feront de cette pause un temps dédié à l'apprentissage, balayer, nettoyer, aider à la cuisine, histoire de leur faire aimer les travaux ménagers. Et ces parents, pour qui congé ne rime pas avec arrêt des cours, répétiteurs et exercices sont au programme. Je préfère que les enfants s'adonnent plus aux études. Voilà, parce que l'école ne s'arrête pas. C'est juste un temps de répit pour que l'enfant puisse faire le vide dans sa tête. Et puis après, vaquer encore à l'école. Mais si pendant les congés, l'enfant doit voyager à tout moment, ça fera qu'au retour des congés, ça sera difficile que l'enfant puisse suivre ses camarades. Nous faisons un programme, un programme de sortie avec les enfants, choisir les lieux qu'eux-mêmes voudraient et trouver tout ce qui pourrait les rendre heureux pendant ces moments-là. Et sans oublier
garder un moment, comme j'ai dit là, on fait un programme, donc il y aura un programme encore d'études. On les laisse dormir normalement, ils se réveillent soit à 9 h, ils prennent leur bain, ils prennent leur petit déjeuner et puis on leur donne des exercices à faire. Les congés servent au repos, disent les spécialistes. Obliger son enfant à étudier peut rendre ses efforts contre-productifs, mais travailler des notions scolaires en gardant un côté ludique peut s'avérer plus efficace. Avec les congés, c'est l'école qui fait la pause et ce serait l'idéal si le travail de papa ou de maman faisait aussi une pause au même moment pour des moments familiaux plus agréables. Le casse-tête des parents et de tous ceux qui sont dans la sphère familiale, c'est bien sûr la gestion des congés. Congés par rapport aux vacances, c'est un peu une période un peu plus courte. Vous avez tout pour nous contacter, pour poser toutes les questions que vous voulez dans la ferveur des fêtes de Noël. Docteur Tanon-Laura, bonjour. Bonjour, bienvenue. Marcelin. Alors, tout de suite, la gestion des congés, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, la gestion des enfants pendant les congés, ça implique une organisation et ça implique aussi le regard des parents dans le timing et dans les occupations de ces enfants-là qui, contrairement aux jours habituels, sont censés rester à la maison ou du moins ne pas se rendre à l'école. On sait que l'école, c'est le métronome qui gère les journées, les semaines des enfants. Alors, pendant les congés, cette école-là ferme, il y a une pause. Donc, à quoi occupons-nous les enfants? À quoi les enfants s'occupent-ils? C'est la question de gérer les enfants pendant les congés scolaires et cela demande beaucoup de prudence parce qu'il ne faudrait pas penser que l'oisiveté autorise toutes les activités à nos enfants. D'accord. On est tous d'avis que le congé, c'est dans une petite, c'est une petite durée de temps. Une pause pendant, contrairement voilà, aux vacances. Alors, comment meubler ce petit laps de temps-là pour le timing, dans le timing de la journée et tout ça? Eh bien, quelle que soit la durée de la pause que l'école ou les structures octroient aux enfants, il faut serrer. Alors, découper cette période de repos en plusieurs étapes. La première, c'est le repos. Il faut décrocher du stress habituel, du pic d'activité. Donc, l'enfant a besoin d'une pause et le repos. Dans l'élément, une maman l'a dit, il faut que l'enfant puisse dormir. Mais l'enfant ne va pas passer tous les congés à dormir de 20 h à 11 h, par exemple. À ce moment-là, ce ne serait pas une bonne organisation. Donc, découper les congés en plusieurs étapes. La première période, le repos. Ensuite, occuper l'enfant à travers des activités de détente. Troisième étape, préparation à la reprise. Et la quatrième étape, c'est la reprise à proprement parler. Certains parents disent, pour ne pas désapprendre, il faut maintenir en toile de fond l'apprentissage scolaire ou la révision. Donc, du premier jour des congés jusqu'au dernier jour, ils vont faire venir le répétiteur. Ce n'est pas la bonne méthode dans la mesure où l'enfant qui a beaucoup travaillé a besoin de se reposer pour laisser les choses se tasser. Docteur, on va faire le point avec Alix. Découper, ça c'est la première étape où il y a le repos. Oui. Après, deuxième étape, occuper l'enfant. Troisième étape, préparation à la reprise. Quatrième étape, reprise. Là, on a déjà parlé de découper. Alors, ça. où maintenant, moi, je vous interpelle, c'est occuper l'enfant. On occupe l'enfant comment? Par le mouvement, par l'indolence, avec des jeux à la maison, ou bien on fait en sorte qu'il change d'air? Comment ça se passe? Eh bien, il y a plusieurs types d'occupations. Au sein de la maison, au sein de la famille, il y a des activités et des tâches auxquelles l'enfant peut s'adonner. Déjà, le fait d'être en congé doit apporter une main supplémentaire aux tâches ménagères. L'enfant, par exemple, qui sort de l'école, de la maison tôt pour aller à l'école, a un bon prétexte pour ne pas participer, par exemple, au rangement de la maison, à faire son lit. Mais pendant la période de congé, il n'a plus cette excuse. Donc, donner... Il n'y échappe pas. Il n'y échappe pas, il ne devrait pas y échapper. Malheureusement, certains parents ne font pas la part des choses et laissent le même rythme, c'est-à-dire l'enfant ne fait pas son lit, il ne range pas ses jouets, il ne débarrasse pas son assiette, il ne fait rien pour contribuer au fonctionnement de la maison. Les congés sont un bon prétexte pour que l'enfant mette la main à la tâche, non seulement pour apprendre, mais aussi pour pouvoir savoir comment tenir une maison parce qu'il ne va pas rester indéfiniment dans le cocon familial.
Alors, on devrait faire intervenir le facteur âge. Tout pour à fait. Différents âges, quel est pratiquement et concrètement ce qu'on devrait... Mais pour les tout petits, on va leur demander des tâches qui ne vont pas les mettre en danger, par exemple. C'est-à-dire de quel âge à quel âge? On va dire les maternelles. Les maternelles? Puisqu'on parle des enfants On peut leur demander de laver le toit de la maison quand même. Non, les maternelles, eux, ce qu'ils font, ils jouent beaucoup. Donc déjà, ils vont ranger leurs jouets. Mais pour ranger les jouets, il faudrait qu'il y ait un endroit dédié. Donc on peut avoir un coffre à jouets, on peut avoir un espace pour ranger les jouets. Mais ça veut dire qu'il faut organiser aussi l'espace. On ne va pas demander à l'enfant de ranger les jouets sans lui indiquer un endroit dédié. Donc les parents aussi ont leur part à faire. Quand les enfants ont fini de jouer, que ce soit seuls ou avec leurs amis qu'ils ont invités à la maison, il faut que tous ces petits-enfants-là contribuent à remettre la maison en état. Il ne faut pas attendre que la nounou vienne le faire à leur place. Même si ce n'est pas bien fait, ils font leur part et la nounou vient compléter après. Mais ne pas laisser la maison sans dessus-dessous en se disant ils sont petits, ils ne peuvent pas ranger. S'ils peuvent déranger, c'est bien qu'ils peuvent ranger. Docteur, ça c'est les plus petits. C'est ça. Maintenant, après, quand on passe à une autre tranche d'âge, par exemple à de partir 5 de à 5 8 à 8 ans. Les 5 à 8 ans, ils sont déjà, pour la plupart des enfants en milieu urbain, ils sont connectés. Donc ils vont plus aller sur les jeux vidéo, mais en milieu rural, ce n'est pas forcément la même chose. C'est le cerceau. Voilà, en milieu rural. Le champ. Au champ, quand les parents les y invitent. Mais il y a des parents, même en milieu rural, qui se disent « mon enfant va à l'école, je ne dois plus lui apprendre à manipuler la machette ». Mais c'est une erreur parce qu'il faut que l'enfant fasse des activités en dehors de l'apprentissage scolaire parce que ça lui permet de développer des aptitudes qu'il a et de comprendre mieux son environnement. Et rien que pour sa culture générale, on ne peut pas se dire enfant de cultivateur et ne pas savoir comment on prépare la terre pour, par exemple, les semences. Donc, il faut, pour sa culture générale, sortir l'enfant de son train-train quotidien et lui donner l'occasion de mettre la main à la pâte pour les activités extrascolaires. Pour les plus grands, les collégiens, il faut des activités qui sont de leur âge. Ils sont en âge d'adolescence ou de préadolescence, donc des activités qui vont compléter les informations qu'ils cherchent, leur apprendre par exemple à utiliser les TIC, leur téléphone, les ordinateurs à bon escient, c'est-à-dire les accompagner, les encadrer. Il y a aussi le fait que les enfants sortent ou reçoivent du monde à la maison. Lorsque nos enfants doivent sortir, nous devons être en contact avec les parents qui vont les accueillir, savoir où ils vont, pourquoi, parce que lorsqu'en tant que parents, nous nous manifestons à d'autres parents, même sans les connaître, cela oblige l'autre parent à avoir l'œil sur les enfants qu'il va recevoir. Et ça nous permet aussi, entre parents, de communiquer sur le contenu des activités de nos enfants. Ce qui implique aussi la bonne connaissance des règles. Lorsque notre enfant va chez des gens, nous devons lui avoir appris au préalable à respecter les règles en vigueur dans les maisons des autres. Donc l'enfant, s'il est bien élevé, ne devrait pas se conduire sans tenir compte des règles de la maison qu'il accueille. Tout comme l'enfant qui vient chez vous doit être bien reçu, mais ce n'est pas pour autant qu'il va faire comme s'il était chez lui, transposer les règles ou les comportements bons ou mauvais qu'il a chez lui, chez vous. Donc la bonne conduite est une clé, un outil que nous devons donner à nos enfants avant de les amener dans d'autres maisons. Et concrètement, là, ce planning-là, il s'exécute via, bien sûr, le personnel à la maison, puisque malheureusement, les congés ne coïncident pas forcément avec ceux des parents. Avec les congés des parents, tout à fait. Le parent est responsable de ce que j'appelle la feuille de route des enfants. Si les enfants ont des activités comme la piscine, le sport, la danse ou autre chose, c'est le parent qui va organiser, c'est-à-dire dire l'heure, indiquer l'heure. Le personnel de maison ne fait qu'exécuter une feuille de route tracée par les parents. Donc l'heure à laquelle ils vont sortir de la maison, l'heure à laquelle ils vont entrer, et il y a des extras. Parfois, quand les enfants vont dans une activité à l'extérieur de la maison, ils peuvent se laisser emporter par le courant de leurs amis qu'ils ont croisés et qui, après, par exemple, la danse ou la natation, doivent aller au cinéma. Votre enfant, s'il n'était pas prévu pour aller au cinéma, ne doit pas se greffer de façon
imprévu sur cette activité-là. Ce n'est pas une bonne habitude que d'improviser ou de laisser l'enfant papa, je dois aller à la piscine, mes camarades s'en vont, ce n'était pas prévu. Quand ce n'est pas prévu, ce n'est pas prévu. Il faut que tout soit planifié pour apprendre à l'enfant la planification et le respect d'une feuille de route. Parce que le suivisme aussi, des fois, ça conduit à des drames, hein, tout à surtout fait. avec les enfants. Alors, docteur, il y a plusieurs thèses qui s'affrontent. Hein. Il y en a qui sont pour le fait que les enfants coupent, mais radicalement, avec leur environnement. Donc, voyage. Il y en a qui disent que non, l'enfant doit rester, comme vous avez dit tout à l'heure, rester, s'intégrer, être en immersion et puis être en adéquation avec d'autres pans du quotidien qu'il ne voit pas quand il est à l'école. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? Mais écoutez, il faut savoir faire. Il faut savoir faire la part des choses. L'enfant part en voyage. Si, par exemple, l'enfant doit aller en voyage dans une autre famille où il n'y a personne pour passer du temps avec lui, ça ne sert à rien. Si c'est pour aller en France, pour s'asseoir dans un salon pendant que les autres sont au travail, ça ne sert à rien. Il faudrait que le voyage puisse profiter à l'enfant. Mais le fait de couper, on ne parle même pas de ce qu'il attend là-bas, mais le fait de couper même avec son quotidien, de ne même plus voir, quelque part, ça a du bon. Ça a du bon, mais il faut relativiser. Parce que couper avec son quotidien, ça peut être quitter ma maison et aller m'ennuyer, me tourner les pouces dans une autre maison, ça ne vaut pas la peine. Alors que je peux être dans mon même espace et créer des activités innovantes ou des activités inhabituelles parce que l'école ne me permettait pas de les faire. Si, par exemple, je peux recevoir des amis pour faire, je dis n'importe quoi, un goûter, un brunch, c'est une bonne chose. On peut même se faire des après-midi récréatives avec les enfants. Et si les parents ont la chance d'avoir des congés au même moment, c'est l'occasion rêvée pour faire des activités parents-enfants. Donc on peut couper mais planifier. Couper, planifier. Couper mais planifier. Voilà. Le dépaysement est un plus, mais ce n'est pas un objectif. Parce que dépayser pour dépayser, sans contenu derrière, pas bon. Ça ne vaut pas le fait de rester chez soi avec des activités. Et ça, on l'explique à l'enfant. On l'explique à l'enfant. Bon, tu vas voyager. Ta mère et moi, on a décidé que tu voyages. Voilà, quand tu t'en vas, voici comment tu dois te tenir. Et puis, voici ce qui est proposé là-bas. Et puis, on sera en contact. Prévenir les personnes. Ça, c'est bon. Mais il ne faudrait pas que les consignes soient données juste. L'enfant va prendre ça pour des consignes de voyage. Parce que la bonne tenue, ce n'est pas circonstanciel. C'est pour toute la vie. Donc, il ne faudrait pas lier les consignes de bonne tenue à des circonstances de voyage. La bonne tenue, c'est un élément, un outil qu'on doit arborer tous les jours de sa vie. Donc, quand l'enfant a déjà cette bonne tenue-là, ça se ressent dans son comportement et les gens qui vont le recevoir vont vous appeler pour vous féliciter. Et il y a une chose qui est très intéressante. Il y a des parents qui se plaignent de leurs enfants. Mon enfant ne m'écoute pas, il ne fait jamais ce que je veux, il est désordonné, il est indiscipliné. Mais quand vous les envoyez dans d'autres familles, on les apprécie. Il arrive qu'on vous appelle pour vous féliciter, pour vous dire l'enfant, il a vraiment épaté les autres parce qu'il est sage, il est discipliné. Vous l'avez bien éduqué. Voilà. Et les parents sont souvent surpris. Donc, c'est là l'un des avantages de confronter nos enfants à d'autres familles pour leur permettre de voir d'autres modes de fonctionnement de famille. Et nous-mêmes, parents, pour nous permettre aussi d'évaluer ce que nous avons donné à nos enfants comme outil d'autonomisation. Comme les mamans le disent, il faut faire 2 marchés pour faire la différence. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, on va partir maintenant sur la préparation à la reprise. On s'est bien amusé, on s'est organisé, on s'est occupé. Préparation à la reprise. La préparation à la reprise, c'est déjà ressortir les sacs parce que si vous remarquez bien, lorsque les enfants sont en congé, ils jettent les cartables loin, 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 loin. Et souvent, c'est sous une pile de vêtements qu'on retrouve le cartable. Donc déjà, à partir de la moitié du temps... On a des parents qui payent au moins 3 cartables par an. Oui. Je dis ça, je dis rien. À partir de la moitié du temps des congés, commencez à localiser le matériel scolaire. Le localiser, passer en revue, parce qu'il y a des cahiers qui sont restés à l'école ou chez des amis et on ne s'en aperçoit pas dans l'immédiateté des congés. Faire le point si l'enfant est à jour ou pas. Tout ça, regarder, faire le point et reprendre, proposer un planning de préparation à la reprise. Il ne faudrait pas que ce soit la veille de la rentrée scolaire qu'on demande à l'enfant « Où est ton cahier de géographie et ta trousse et tes stylos » pour augmenter le stress de la reprise.
on coupe le temps en deux. À mi-parcours des congés, déjà, on commence à anticiper et planifier sur la reprise par l'identification du matériel scolaire et la programmation d'une révision. Docteur, est-ce que parfois, il n'y a pas des congés un peu plus chargés que d'autres? Si, Par bien exemple, sûr. on a les fêtes de Noël avec le réveillon du Nouvel An. Ça n'a pas la même connotation, par exemple, qu'une autre fête, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un débriefing, je veux dire, psychologique? Parce que l'enfant a vécu énormément d'émotions. Tout de suite, est-ce que... Et on sent ça dans les notes des premiers jours de la reprise. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que parent à ce niveau-là? Un débriefing psychologique? Ben, la reprise, elle se fait tout doucement. Donc, plus l'enfant aura déconnecté, plus la reprise sera difficile. C'est pour cela que j'ai proposé, à mi-parcours du temps de congé, commencer à planifier et à préparer. Très bien. La baisse des notes se ressent le plus souvent chez les parents, chez les enfants, dont les parents ont improvisé la reprise. Ils n'ont pas préparé. Des fois, c'est au moment de les ramener à l'école le matin que le parent demande, est-ce que j'ai signé tes cahiers de correspondance? Est-ce que tu as tous tes cahiers? Et l'enfant qui ouvre son sac dans la voiture pour dire, ah papa, j'ai oublié mon classeur, je n'ai pas signé. C'est ce genre d'enfants-là qui ont des chances d'avoir une reprise difficile. Par contre, si on s'est réapproprié progressivement les notions et puis le concept même du travail scolaire, normalement, la reprise devrait se faire en douceur. D'accord. En tout cas, il faut beaucoup s'appuyer sur le découpage. Tout à fait. En début, loisirs, amis, révision, organisation. Oui. Et puis, enfin. Enfin, la reprise. Ben, la reprise, déjà, il y a des petites astuces pour ne pas être débordé. Qui dit reprise dit nouveau départ. Donc, pour ne pas être débordé, ce que je suggère aux parents, c'est que tout le matériel, y compris les chaussettes, les sous-corps et les chaussures, soit préparé la veille et un inventaire, bien mise à mis jour. En évidence. Tout l'inventaire, tout le matériel est prêt la veille avant d'aller au lit. Ça évite le rush du jour de la reprise, du matin de la reprise. Parce qu'il faut le dire, lorsque les enfants sont en congé, les parents s'octroient un peu plus d'oxygène parce qu'ils n'ont plus la pression de les déposer à l'école, de faire les embouteillages et tout. Donc, c'est la reprise pour les enfants, mais c'est aussi la reprise pour les parents qui vont à nouveau intégrer les enfants dans leur timing. Donc, ils vont avoir aussi un petit pic de stress lié au fait d'intégrer les enfants à leur planning journalier. Dans tout ce qu'on a dit pendant les congés des enfants sont seuls. Est-ce que les parents ne peuvent pas des fois s'intégrer dans les congés aussi? Mais si possible pour les parents qui le peuvent... Parce qu'ils ne travaillent pas 24 heures sur 24 quand même. Aligner leurs congés, mais lorsque ce n'est pas possible, essayer de rentrer un peu plus tôt pour pouvoir faire des activités et que les enfants puissent sentir la présence des parents pendant leur congé. Autrement, si les parents ont le même rythme de travail et d'absence pendant les congés, les enfants vont ressentir plus lourdement cette absence-là, d'autant plus qu'ils seront livrés à eux-mêmes, entre parenthèses, ou directement sous la tutelle du personnel de maison, ce qui n'est pas l'idéal pour les enfants. Donc, les parents doivent s'obliger ou s'efforcer à être présents, une figure présente lorsque les enfants sont à la maison pendant les congés. S'intéresser à ce qu'ils font. Si on ne peut pas être présent physiquement, appeler, discuter avec les enfants. Pendant la pause déjeuner, passer un appel à la maison, voir ce que les enfants mangent avant, pendant ou après le repas. S'intéresser à ce qu'ils font. Et dîner surtout, de soir, plus en plus en famille, réveillonner, oui, avoir et cette surtout, culture-là du réveillon. Débriefer sur la journée, lorsqu'on rentre, quel que soit l'état de fatigue, s'intéresser ou faire semblant de s'intéresser à ce que les enfants ont fait. Parce que par moment, les enfants ont envie de raconter leur journée aux parents, mais les parents ne sont pas réceptifs. Et si ça continue comme ça, les enfants vont arrêter de vouloir raconter leur journée. Donc, lorsque vos enfants vous racontent leur journée, même si ça vous ennuie, il faut écouter, sourire, s'émerveiller, les féliciter, les encourager et leur donner vos avis sur ce qu'ils vous racontent. Alors, docteur, dans l'intervalle de la préparation, la reprise et la reprise, ce n'est pas que les études. Hein. Toute la journée, ce n'est pas que études. Non, ce n'est pas que études, parce qu'on a dit, en toile de fond, ce serait bien qu'il y ait les tâches ménagères. Si l'enfant veut réviser dans sa chambre ou sur la table à manger... Des tâches ménagères ou des tâches récréatives? Le mot ménagère me gêne. Ménagère parce que ça parle de l'entretien de la maison.
Donc l'enfant a son espace. Faire la poussière et tout, c'est quelque chose. Selon l'âge, bien entendu. Selon l'âge, bien sûr. Mais selon l'âge, l'enfant, il aime bien rincer les assiettes. Donc on ne va pas donner une marmite. Je lave, tu rinces. Une marmite de 10 kilos à un enfant de 3 ans. Par contre, on peut lui donner sa cuillère, son couvert à laver. Non seulement ça lui fait plaisir, mais ça l'emmène à l'apprentissage de faire la vaisselle. Quand vous passez dans des endroits et vous voyez des enfants de 6-7 ans devant des piles de vêtements à laver, hein, pendant les vacances, hein, pendant les congés. Ce sont eux qui les ont salis. Donc ça leur apprendra à moins salir les vêtements aussi. Mais un enfant de 7 ans, parfois, quand même, faut... À quel âge précisément on peut... Ben, écoutez, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Vous savez, la différence entre l'éducation africaine et l'éducation occidentale, c'est que dans l'éducation occidentale, il y a des dinettes pour faire comme. Alors que dans la culture africaine, on apprend en situation réelle. Il y a des vraies choses pour faire. Ben, on apprend en situation réelle, parce que la temps. petite fille de 5-6 ans au village, elle va mettre son petit frère de 6 mois, 7 mois au dos. Parfois, la tête même de celui qui est au dos dépasse la tête de la personne qui le porte, tellement l'enfant est petit. Donc, on apprend en situation réelle. La petite ne va pas faire semblant de mettre une marmite au feu. Elle va allumer le feu pour que sa maman vienne cuire le repas. Mais tout ça, c'est encadré. C'est encadré, tout à fait. C'est encadré. C'est l'encadrement là-bas qui veille, qui voilà, c'est l'encadrement le plus important parce qu'à ce moment-là, on sait comment préserver l'enfant du danger. Il ne faudrait pas. Il y a eu un moment où il y avait beaucoup d'accidents domestiques parce que justement, pendant les congés, les parents laissaient des enfants de 7-8 ans seuls à la maison en leur disant « allume le fourneau, tu chauffes le reste de nourriture de la veille pour donner à tes petits frères. » Question, désolé, question. Monsieur Boisbré qui dit « tout ça, c'est une affaire de planification. C'est vrai que tout ne dépend pas du développement, mais dans nos pays à l'époque, dans notre pays, le président Oufou avait initié la vague des voyages, des colonies de vacances qui étaient de mise dans les écoles. Aujourd'hui, chaque enfant fait ce qu'il veut. Les parents sont lointains, d'où le bordereau d'enjaillement et beaucoup de fléaux. Est-ce qu'il ne faut pas revenir aux fondamentaux du temps d'Houphouët-Boigny? Bon. Mais les colonies de vacances courent toujours. Hein. C'est le ministère de la Jeunesse et des Sports qui est en charge. Ce que les gens ignorent, c'est que toute structure éducative peut initier une colonie de vacances parce que le ministère de tutelle est là et a droit de regard sur ces organisations-là. Donc, dans toute colonie organisée avec les autorisations requises, il y a des personnes du ministère qui sont dans le staff de management des colonies. Donc, il suffit juste de vous rendre au ministère de la Jeunesse et des Sports. Il y a un service dédié qui vous encadre dans l'organisation d'une colonie de vacances. Et c'est une bonne chose parce que ça permet aux enfants d'être pris en charge par des professionnels pour des périodes de loisirs. Et puis les plus petits ont des comptes, tout ça, on leur raconte des comptes avec des professionnels, n'est-ce pas, docteur? Exactement. En tout cas, une planification bien minutieuse. Il faut découper les congés en début, à la mi et à la fin et organiser en tout cas toute cette, on va dire, cette période de repos et d'aération pour les enfants. Voilà. Nous, on va essayer de s'aérer juste après le générique, mais vous, on vous demande de rester encore en compagnie des programmes de RTI. À demain.